Bien alors c'est parti, vous passez une bonne soirée. A priori c'est super intéressant vu que j'ai de la peine à vous faire revenir. Donc excellent, très bien, je suis ravi. La prochaine conférence donc, ce sera des outils concrets pour communiquer en famille et en couple avec la PNL. Donc c'est le thème que je maîtrise le mieux. Je vais essayer de vous donner vraiment des outils concrets, c'était l'idée. Il y a eu la ProcessCom avant, maintenant je vais rentrer dans la dynamique relationnelle plus concrète. Donc, j'ai entendu sur la fin que vous aviez quelques questions sur les dynamiques relationnelles. N'hésitez pas, pendant toute la conférence, de vraiment poser les questions au fur et à mesure. De nouveau, histoire qu'on ne se fasse pas coincer à la fin avec des questions et puis que... voilà, d'accord? Donc, profitez-en. Moi, je m'adapte. Je peux mettre du contenu pendant 20 minutes, je peux mettre du contenu pendant 8 heures. Donc, il n'y a aucun souci. Mais par contre, c'est vachement plus intéressant si je peux répondre à vos questions. Bien. Moi, je suis un fan de hockey, et puis des fois, dans les patinoires, on fait des holas. Donc, ce que je vais vous inviter à faire un petit coup, là, c'est de faire comme ça. De faire ok, et allez. Merci. Merci. Bien. Je suis donc Valérie Comte, je suis le directeur de l'école, je l'ai créée il y a 6 ans maintenant. Essentiellement, je donne les formations PNL. Je suis plutôt dynamique, j'aime bien quand ça bouge. Allez-y, posez vos questions, interagissez avec moi. Je suis en fait célibataire depuis 40 ans. Et non, je plaisante. Je plaisante. Donc, on va faire comme ça. Le programme pour ce soir, juste avant le programme, on commence à 21h02, quelque chose comme ça. J'adore respecter les horaires, c'est super important pour moi et pour vous. J'ai une première question. On a mangé un quart d'heure largement depuis le début de la soirée. C'est aucun souci pour nous. Est-ce que c'est un souci pour vous? J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont des impératifs à 22h de partir, ou si jamais je décale d'un quart d'heure, c'est OK? C'est OK. Super. OK. Et si je m'arrête plus, vous faites comme ça, d'accord? Okay. Très bien. Alors, comme programme, eh bien... je suis allé comme ça, je me suis dit, tiens, parlons du couple, c'est quoi un couple? J'avais envie de faire une vision un peu globale de qu'est-ce qui se joue déjà au niveau du couple. Ensuite, je vous ferai une introduction sur la PNL. Pour ceux qui étaient là mardi, je vais faire plus restreint ou un peu différent, donc ce sera très bien aussi. Posez également des questions, on peut expliquer la PNL de 250 façons. Voilà, je vais faire court. Ensuite, on parlera un petit peu de communication. C'est quoi la communication? Je rentrerai... Par la suite, je ferai le lien en fait entre ce que je vous ai montré au début et les outils de la PNL, et puis enfin la conclusion. Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Alors c'est parti. Alors j'ai fait un super dessin. Enfin, je trouve qu'il est super. Mais... alors, la première chose que je me suis dite, c'est que simplement, ça c'est Jean-Claude Van Damme qui a fait un truc comme ça, je crois, à l'époque. Mon frère m'a chambré tout à l'heure là-dessus. Un couple, c'est 1 + 1 = 3, voire plus. Après, chacun ses mœurs. Mais dont l'idée... dont l'idée, c'était juste de dire que c'est bien plus que 2 personnes. Pourquoi? Ben, je vais vous l'expliquer tout de suite. J'ai représenté ça comme ça. On a une personne, un individu. Donc la base d'un couple, c'est quand même une personne individuellement, puis après une deuxième qui vient... se lier, d'accord? Au niveau d'une première personne, eh bien, j'avais envie de vous faire prendre conscience de tous les enjeux qu'il va y avoir dans la relation. Première conscience, c'est que cette personne-là, elle a une vision du monde, elle a une façon de percevoir les choses qui est personnelle à elle. Vous en avez découvert un petit bout avec la ProcessCom tout à l'heure. On est vraiment tous différents, on a tous une perception différente, et entre autres, eh bien, ça passe par là. Donc, vision du monde, on a tous une vision du monde différente. Ensuite, cette personne, elle va avoir dans sa vie des projets, des objectifs, des rêves. OK pour ça? J'espère que vous en avez. D'accord? Cette personne, elle a une manière de communiquer.
Elle a sa façon à elle de communiquer. Et puis, elle a également des sentiments et des émotions. Encore plus derrière, eh bien, chacun de nous avons notre propre histoire de vie, nos expériences qu'on pourrait classifier par négatives et positives. D'accord ? Et puis également des besoins. Certaines personnes vont adorer faire du sport, à l'extrême, d'autres pas du tout. Des besoins d'apprendre, des besoins de partager, d'échange, enfin, il y a toute une panoplie de besoins. La satisfaction de ces besoins et la satisfaction ou non de ce qui a pu se créer par rapport à mon existence, à mes histoires de vie, va directement influencer à la fois comment je me sens face à un environnement ou face à quelqu'un, et également comment je vais communiquer. D'accord ? Donc, juste avec vous-même, il y a déjà tout ça. Ensuite, il vient s'ajouter là-dessus des croyances et des valeurs. C'est ce qui fait votre identité, vos croyances et vos valeurs. Elles sont nées de ce que vous avez vécu ou de ce que l'on vous a inculqué. Donc, ces croyances et ces valeurs, elles sont là, elles se sont construites, elles changent avec le temps. Et puis certaines, on vous les a données. C'est papa, c'est maman, c'est l'oncle, c'est la tante. Enfin, on vous a filé une super croyance. Et puis ces croyances, elles guident votre vie. Donc elles vont avoir une influence sur votre communication, puis sur ce qui vous arrive. Donc on a un certain nombre d'éléments qui font déjà juste une personne quand elle communique. Déjà, je ne sais pas vous, mais on est assez nombreux à déjà pas être très en accord nous-mêmes. Donc c'est déjà pas évident de communiquer avec soi et de gérer autant ce qui nous est arrivé, ce qui se passe émotionnellement, de quoi on a besoin, la manière dont on communique, puis ce qu'on reçoit de l'environnement, hein, parce que notre façon de communiquer va nous envoyer des retours, et des fois ils sont pas trop comme on les attend. Hein. Tout ça juste sur soi-même, tous les enjeux qu'il peut y avoir. J'ai peut-être pas fait tout le tour, mais il y a pas mal de choses ici. Juste soit en accord avec soi. Alors imaginez qu'on en mette deux comme ça. On va retrouver une personne avec son histoire, ses besoins, sa communication, ses émotions, ses valeurs, ses croyances, ses projets, ses envies. On va en amener une deuxième qui a la même chose. Est-ce qu'elle est OK avec elle? Est-ce que moi je suis déjà OK avec moi? Est-ce que je suis OK avec ce que je veux dans la vie? Est-ce que je suis OK avec les émotions que je vis dans la vie? Est-ce que je suis OK avec mes comportements et mes attitudes? Est-ce que je suis OK avec mes besoins? Est-ce que je sais les satisfaire? On en parlait tout à l'heure, Jacqueline. Hein, est-ce que je sais les satisfaire? Si jamais vous avez une question du type « Mais comment je fais pour satisfaire mes besoins ?» je réponds volontiers dans cette partie-là. D'accord? Des besoins, etc. Déjà, moi, est-ce que je suis OK avec moi? Une fois que je suis OK avec moi, des fois on dit confiance en soi, ça englobe un peu tout, mais disons au moins je sais où je vais et ce que je veux dans la vie. Eh bien, il y a l'autre. Est-ce que lui, il est OK avec lui? Alors déjà, la première étape, ça pourrait être sympa, c'est d'avoir deux personnes qui sont OK. Ce qui est déjà pas facile. D'accord? Une fois qu'on a... Puis on voit souvent que l'autre, il n'est pas OK, mais on ne réalise pas très bien que nous aussi. Hein. C'est plus facile de voir que l'autre, ça va pas, que vous, ça va pas. Hein. Et puis qui est complètement super aligné, en accord, je ne sais pas. Même moi, avec des années de boulot, je trouve que je suis pas mal, vachement mieux qu'il y a 10 ans, vachement mieux qu'il y a 25 ans. Mais j'ai encore du travail sur moi. L'intérêt, c'est plus d'avoir l'esprit ouvert à ça. Je suis pas parfait, je fais des erreurs, j'ai encore des trucs qui ressortent du fond du placard ou de 3 mètres sous terre. Et quand ils arrivent, je les prends en compte et j'en fais quelque chose. Et c'est ça qui me permet de rester et de devenir de plus en plus en accord et OK. Si je fais du déni, ça va se reproduire. Donc deux personnes OK, et puis elles se mettent en communication. Elles se mettent en lien. Elles communiquent comme elles peuvent, parce que chacun a son style, chacun a sa façon, chacun a ses blocages, ses peurs, son histoire. Et puis elles communiquent, puis ça crée, on va dire, un couple dans ce cas-là. OK ? Puis ce couple-là, après, il va recréer la même chose, mais peut-être pour le couple. Il va y avoir les besoins, les envies pour le couple, il va y avoir ce qu'on vit émotionnellement ensemble, il va y avoir la manière dont on communique dans ce couple, il va y avoir les projets et les rêves qu'on a ensemble.
Et puis il y a peut-être des valeurs communes, puis des croyances qui vont se construire ou qui sont similaires entre nous. Jusque-là, ça va? Ok. Ça représente justement pas ce que je vais dire maintenant. Il paraît qu'en couple, en fait, on ne forme plus qu'un. Le tout est de savoir lequel. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire comment arriver à rester soi-même et à créer quelque chose de nouveau plutôt que de se fondre dans l'autre. Personnellement, j'étais un pro du fondu. Ça veut dire que je rencontre quelqu'un, elle adore faire de la photo, ah bah tiens, tout d'un coup, j'adore faire de la photo. Je me fondais dans l'autre parce que mon histoire, ma culture, mon éducation a fait que je pensais que c'était comme ça qu'on s'aimait et comme ça que ça marchait. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 6 mois, 1 année, 2 ans à se fondre dans l'autre, ben, on commence à ne plus sentir vraiment ce qu'on est nous, ou alors à l'inverse, on commence à sentir qu'on voudrait bien être autrement. Et là, on commence à changer. Et l'autre, il va faire « je te reconnais pas, t'es complètement différent depuis quelque temps, c'est plus toi. » Mais en fait, c'était moi. Mais c'était le vrai moi qui commençait à apparaître et pas celui qui se fondait dans l'autre pour être en couple. C'est très intéressant parce que j'entends beaucoup ça autour de mes amis. Des couples de 2 ans, de 3 ans, de 15 ans, de 60 ans. C'est « ah, tout d'un coup, il y en a un, on le reconnaît plus. » Ouais, mais c'est peut-être juste parce qu'il n'a pas été celui qu'il était vraiment toutes ces années-là. Et il y peut rien, On est comme on est, hein, d'accord? Mais c'est juste d'avoir conscience de ça. Et je pense que c'est pas évident de rester soi-même. C'est pas si évident que ça. Est-ce que vous avez des questions? Je me disais que ce que je disais, ça pouvait amener des questions. Ouais. Vous avez un compte Ouais. Chouette. Merci. Ok. Donc, comment satisfaire ses besoins? Ben, en fait, vous avez un système limbique qui fonctionne très bien. C'est un système émotionnel. Et vos besoins, en fait, votre système émotionnel, il vous les fait connaître. Donc, chaque fois que vous avez des émotions qu'on pourrait nommer positives, mais on va plutôt dire agréables, eh bien, c'est que vous êtes en train de satisfaire des valeurs et des besoins importants pour vous. D'accord? Lorsque vous avez des émotions désagréables, eh bien, votre cerveau, il est juste en train de vous dire, là, il y a quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs ou à ce que tu as besoin. Si je suis en colère ou que je commence à être agacé, c'est que j'ai un besoin non satisfait. Au début, c'est de l'agacement et ça peut virer en colère, voire en haine. Je prenais mardi l'exemple de Air France. Je pense que tout le monde a dû voir passer ça au TJ quelque part ou dans le journal. Pour que ces gens en arrivent à une violence comme celle-ci, c'est qu'ils ont un besoin non satisfait. Mais comme il n'a pas été pris en compte, peut-être ni par eux, ni par les dirigeants, bah ça monte, puis quand ça sort, ça sort. Et ce qui est génial, c'est que le gouvernement tout entier ne reconnaît pas ça. Et ils vont dire, non mais c'est eux qui ont tort et les dirigeants qui ont raison. On va les accuser parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais en fait, ces gens-là, ils ont juste besoin d'être reconnus. J'ai pas dit qu'ils avaient raison de faire ça. Ils ont juste besoin d'être reconnus dans ce qu'ils sont en train de vivre, au niveau des besoins, au niveau des émotions. Tant qu'on ne les reconnaît pas, ça va empirer. Donc le principe, il est là. C'est de reconnaître en fait ces émotions et de s'habituer. Alors j'aime bien dire, vous recevez un café froid, vous avez commandé un café chaud, demandez un café chaud. D'accord? C'est juste ça. C'est dès que je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est juste un signal que j'ai un besoin non satisfait. Le truc, dans les cours de PNL, on fait ça, on va vraiment décortiquer. J'ai un besoin non satisfait, quelles émotions apparaissent, quel comportement arrive droit derrière. Et vous êtes des super machines à provoquer toujours plus de la même chose. Je vais développer des super compétences pour avoir des attitudes et des comportements qui vont amplifier l'émotion que je ressens par rapport à ce besoin non satisfait. Donc quand j'ai un manque, par exemple, si j'ai été enfant et que j'ai un manque, je vais développer des comportements qui, la plupart du temps, vont faire que le manque augmente. Ou en tout cas que l'impression qu'il augmente. Et je ne sors pas de ce truc-là, ça s'appelle un schéma.
Je ne sors pas de ce truc-là parce que je fais toujours la même chose pour obtenir toujours la même chose, mais je ne l'obtiens pas, alors je continue à faire la même chose. Donc toute la technique, ça va être, on fait ça en PNL, donc d'aller lister, qu'est-ce que je fais qui fait qu'il ne marche pas. Puis ensuite, on va se demander, bon, maintenant que je sais ce que j'ai besoin de satisfaire, comment je pourrais faire autrement dans la vie? Exemple, à l'époque, quand on me demandait quelque chose ou que j'étais dérangé dans un choix que je devais faire, je me figeais complètement. Fermeture. À tel point que même à l'intérieur de moi, je ne savais plus ce que je voulais. Tu veux faire ça ou tu veux faire ça? Si les gens insistaient, c'était de pire en pire. C'était fermé, fermé, fermé. J'ai appris que cette attitude de fermeture, elle amplifie l'effet de non-choix. Et donc j'ai appris à faire un truc, c'est aller en avant. Donc ce truc-là, il aurait pu apparaître, par exemple, si quelqu'un posait une question, puis je ne sais pas répondre. Je vais avoir un recul, puis ça va faire figé. Le réflexe que j'ai appris maintenant, c'est attention, tu sens ce truc-là venir, va vers les gens. Va vers eux, discute avec eux. Donc plutôt que de me laisser partir dans une fermeture, j'avance. Et donc je change le système. Et ça prend. C'est le concret en fait du changement. Est-ce que j'ai répondu? 3 heures plus tard. Oui, vas-y. Ouais. 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 Ouais, tout à fait. Eh ben, déjà, ça s'explique. C'est justement une des choses qu'on fait, c'est qu'on va expliquer quelle émotion veut dire quoi. Si je vous la fais courte, quand vous êtes en colère, c'est qu'il y a des règles qui ne sont pas respectées. Ça peut être vos règles ou ça peut être les règles de l'environnement. Je rentre sur l'autoroute, je vois des gens qui conduisent pas bien, je vais me mettre en colère parce que les règles de la société sont pas respectées. D'accord? J'ai besoin de commencer à l'heure, je pourrais sentir un certain agacement parce que ça retarde. Il y a des règles pas respectées. On avait dit telle heure, on avait dit telle heure. Donc c'est moi, je vais commencer à sentir cette émotion-là. Donc j'apprends que les règles, la colère c'est lié aux règles, donc j'apprends que laquelle règle c'est qui n'est pas respectée et comment je peux faire maintenant pour respecter ça, ou en tout cas faire avec. Parce qu'évidemment je ne peux pas courir après tous les automobilistes, d'accord. Mais comment je vais pouvoir agir là-dessus? La tristesse, c'est une perte de lien. Donc si tout d'un coup je suis triste, le réflexe c'est appeler quelqu'un, téléphoner, faire du sport, me mettre en lien avec quelque chose. C'est juste, j'ai perdu quelque chose. C'est normal d'être triste, j'ai perdu quelque chose. Vous rentrez de vacances, vous avez une petite tristesse. Des fois elle se sent, des fois elle se sent pas. D'accord? Une fois que je sais que c'est ça, je peux agir. La peur, besoin de sécurité. Comment est-ce que je peux très rapidement me sécuriser? Quand vous arrivez dans une nouvelle salle comme ça, si on ne vous dit pas à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit, à quelle heure il y a la pause, et où sont les toilettes, il y a des personnes qui sont insécurisées. Et cette insécurité du public va faire que ça part en cacahuète. C'est-à-dire que ça va bouger, qu'il y a des gens qui vont sortir, qui vont rentrer, etc. On sécurise. Un enfant agité, attention, pas toujours, je postule, mais un enfant agité, c'est peut-être simplement qu'il est insécurisé parce que les parents mettent jamais de stop. Il ne sait pas où sont les barrières, il ne sait pas où il doit s'arrêter. Donc il cherche où ça s'arrête et ça ne s'arrête jamais. Du coup, il vit dans une insécurité. D'accord? Après, il y a les liens. Parce que quand on met trop de règles, on n'arrive plus à les respecter. Donc beaucoup de règles, ça sécurise, mais à l'extrême, ça rend colérique. Et tout ça, c'est un équilibre. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai... 3 heures plus tard, il a répondu. Non, mais c'est bon. Ok? Très bien, merci. Où en étais-je? Donc je reviens. Communication entre les deux. Lien, projet, c'était vraiment juste une approche juste pour dire mais on a des millions de milliers de possibilités de ne pas se comprendre. D'accord? Donc pas facile de communiquer. Mais le meilleur moyen reste quand même d'arriver à exprimer à peu près tout ce qui se passe. Exprimer c'est bien, mais l'idéal c'est d'être entendu. Et on ne l'est pas toujours, j'ai entendu ça tout à l'heure, je ne sais pas si c'était vous ou quelqu'un d'autre qui a dit ça, ouais mais nous, si on comprend ça et puis qu'on fait ci et qu'on fait ça, mais que l'autre il ne veut pas communiquer. Je reviens là-dessus. Ok? Je tourne la page.
Alors, j'en ai déjà dit quelques mots. Je vais venir sur la PNL, puis après je ferai vraiment le lien avec les deux, d'accord? Donc la PNL, c'est l'abréviation PNL de acronyme de programmation neurolinguistique. Ça fera de la révision pour certains. Programmation neurolinguistique. Je vous propose de changer ça parce que c'est un peu barbare comme terme, on est d'accord. Programmation, vous pouvez le changer directement en apprentissage. Apprentissage, d'accord. Le neuro, on va le changer en cerveau. Et puis le linguistique, on va le changer en langage. Donc, la PNL, exprimée autrement, ce serait apprentissage, on pourrait même en mettre plusieurs, apprentissage que nous faisons grâce à notre cerveau au travers de notre langage. Ça veut dire que depuis que vous êtes né, vous êtes en permanence en mode d'apprentissage. Nous sommes des êtres humains et on est tout le temps en mode d'apprentissage. Pour ceux qui viennent pour la première fois à la Rama, vous avez fait un nouvel apprentissage. Vous avez pris une nouvelle route, vous avez suivi un chemin, vous êtes arrivé devant un bâtiment, vous avez ouvert une porte que vous n'aviez jamais ouverte, etc., etc. C'est de l'apprentissage. Votre cerveau, il est tout le temps en train de s'adapter et d'apprendre. Alors il a du bagage, puis il sait ce que c'est une porte, il sait ce que c'est une poignée, il sait ce que c'est la nuit, il sait ce que c'est une voiture, des routes, etc. Mais la route est nouvelle. D'accord? Donc on apprend en permanence. Depuis qu'on est tout petit, on apprend souvent en observant les gens. Donc c'est en regardant les autres qu'on apprend à faire pareil. Ça s'appelle la modélisation en termes PNL. Et puis ces apprentissages, on a une super machine là au milieu et qui adore les... J'ai un blanc? Non, elle aime que ce soit pareil. En fait, notre cerveau, il cherche la sécurité. Il aime les habitudes. D'ailleurs, la première chose qui se dit automatiquement tout le temps, c'est « est-ce que je connais ?» Est-ce que je connais? Est-ce que je connais? C'est ça tout le temps. Est-ce que je connais? Et quand il connaît, il va vous ramener émotionnellement l'émotion qui est liée à ce qu'il connaît. Donc dans une relation, vous allez toujours aller vers quelqu'un avec la dernière émotion que vous avez vécue avec cette personne. Si vous vous êtes fâché dans le garage avec votre collègue, la prochaine fois que vous le croisez, vous serez dans l'émotion du garage. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, même si ça s'est mal passé, de retourner voir la personne et de recréer quelque chose de posé, au moins neutre. Si en plus on peut se fondre la malle, c'est mieux. D'accord? Mais votre cerveau va toujours réagir émotionnellement à la dernière fois. À moins que ce soit traumatique, un peu plus puissant, puis dans ce cas-là, il pourrait réagir à quelque chose de plus ancien. Hein? Si j'ai vécu une mauvaise expérience avec une chaise orange dans ma vie, la première fois que je rentre dans cette salle et que je vois une chaise orange, lui dit « Ah, chaise orange, je connais, émotion. » À tous les coups. Vous réagissez en permanence à votre émotionnel et pas à la réalité. Vous réagissez à l'interprétation que votre cerveau fait de la réalité. C'est pour ça qu'il y a des personnes avec qui ça passe pas. C'est pas elle, en fait, avec qui ça passe pas. C'est l'interprétation que votre cerveau fait de la personne. Mais là, je vais un petit peu loin. Enfin bon, vous faites des apprentissages, on est tous en apprentissage, mais ce qui m'intéressait de vous dire, c'était surtout que on remet très rarement en compte on remet très rarement en question ces apprentissages. On fait comme on a toujours fait. D'accord? Et donc, quand ça marche pas, continuez à vous mettre la tête dans le mur. Je vais insister, ok? Et surtout en relation, tiens, c'est marrant. Parce qu'il y a des situations, par exemple professionnelles, où quand ça marche pas, on arrive à se prendre un peu de recul, puis se dire, mais attends, j'ai fait comme ci, comme ça marchait pas, ah ouais, je pourrais faire comme ça. Mais alors, dans le couple, en relation familiale, là, on aime bien... Hein? Je lui parle pas, je lui parle pas, je lui parle pas. Je l'évite, je l'évite, je l'évite. Ça marche pas, mais je continue. Je l'engueule, je l'engueule, je l'engueule. Je continue à insister pour qu'il fasse ça alors que je sais qu'il ne le fera pas, mais je continue à le faire. On va rester dans du schéma automatique. On a essayé une fois, ça n'a pas marché, mais pourtant lui il a dit on fait comme ça avec elle, on fait comme ça avec lui. Donc il recommence. Je pense que c'est émotionnel, essentiellement.
Je pense qu'il y a d'autres enjeux émotionnels au niveau des valeurs, des besoins, des croyances qui font que c'est plus court-circuité en fait. On a moins accès à cette capacité de dissociation et de se dire non mais attends, qu'est-ce qui se passe depuis l'extérieur? C'est quelque chose qu'on fait énormément. On a une technique en PNL qui s'appelle les positions de perception. On prend des situations conflictuelles et puis on va observer ça de l'extérieur. Alors on se fait des petits délires, si j'étais un martien, qu'est-ce que je dirais de cette situation, etc., etc. Puis on va aussi se mettre dans la peau de l'autre. Et c'est assez impressionnant comme on arrive à savoir ce qu'il vit. Et il y a un truc très intéressant dans ces mécanismes, c'est que vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec quelqu'un pour être apaisé vis-à-vis de lui. Vous avez juste besoin de comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit, comment il fait pour construire. À partir du moment où on peut donner du sens au fonctionnement de quelqu'un, à sa communication, à sa manière de parler, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec lui. Je peux ne pas être d'accord avec, mais je sais pourquoi il pense comme ça. Je sais pourquoi il dit ce qu'il dit. J'ai répondu. Cool. Moi j'ai une famille, du côté de ma grand-mère, c'était une grande famille vaudoise avec plein d'oncles, de frères, de sœurs, de tantes, de je sais plus quoi. Et donc les repas de Noël jusqu'à l'âge de 20 ans, c'était assez conflictuel. Parce qu'il y avait une tante qui cherchait systématiquement ma grand-mère qui faisait exactement toujours la même chose, et ça partait en cacahuète. Eh bien, si on commence à se dire, tiens, je vais me mettre dans la peau de la tante, pas celle-ci, hein. D'accord? Je vais me mettre dans la peau de la tante. Qu'est-ce qui lui arrive à cette dame? Elle a une histoire. Elle a une histoire. Je prends en compte son histoire. Je prends en compte ce que je sais sur ce qu'elle a vécu. Je prends en compte ce qui lui arrive. Je prends en compte les enjeux qu'il y a avec ma grand-mère. Ben, je vais commencer à pouvoir comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait. La plupart du temps, je reviens là-dessus après, elle ne s'est pas entendue, elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été reconnue pour quelque chose, un événement, je ne sais pas lequel. J'ai eu quelques soucis quand j'étais dans un autre établissement l'année passée avec un changement de patron et le nouveau, ben, on n'y arrivait pas, quoi. Il n'avait pas du tout la même philosophie service client que moi, on n'arrivait pas à se comprendre. Il était exécrable, il se permettait de rentrer dans les salles de cours en hurlant qu'on avait fait une saleté dehors dans le couloir, des choses comme ça. Donc, même pas respect de moi, qui suis son client, mais encore plus de vous qui êtes les clients, parce qu'il avait un restaurant dans le bâtiment. Bon, voilà. Il était sur les nerfs, c'était horrible. Il y a un moment où on a commencé à critiquer. C'est-à-dire qu'on était entre profs ou entre élèves, et on dirait, ah ouais, non, mais il va nous voir arriver, puis t'as vu sa tête, puis moi je me dis, stop, ça sert à rien, ça. Ça ne sert à rien. Critiquer, ça sert à rien. Critiquer, c'est que j'ai un besoin non satisfait, et comme je suis pas satisfait, j'attaque l'environnement. Non? Vous n'avez jamais fait ça? Vous voulez arriver à l'heure quelque part, il y a un auto-école devant, vous attaquez l'auto-école. Vous ratez le bus, vous voulez arriver à l'heure quelque part, vous ratez le bus, vous attaquez le chauffeur de bus qui s'est arrêté trop longtemps à l'arrêt de bus. Ok? Quand moi j'ai un besoin non satisfait, je reporte sur l'environnement. Premier truc à faire en développement personnel, assumez ce qui vous arrive. Ça veut dire, tiens, ça fait 3 fois que je rate le bus ou 3 fois que j'arrive en retard, il faut que je fasse quelque chose pour que ça n'arrive plus. Mais il faut que j'arrête de critiquer l'autre puis de penser que ça va changer. Bon, là, je m'éparpille. Bon, je reviens sur ce monsieur. Il y a un moment où je me suis dit, attends, stop, mets-toi dans sa peau. Là, je vous explique la petite histoire. L'ancien patron, c'était son papa, qui était en train de décéder d'une maladie grave. À la maison, il avait sa femme, donc sa mère, la femme du monsieur qui était en train de décéder gentiment, qui était en dépression parce que son mari était en train de décéder. Il a 2 enfants, une maison à charge, et il reprend un établissement qui ne tourne pas. Voilà, la situation, donc il est juste complètement à bout. Il est out. Il est émotionnellement, il est out. Communiquer avec lui, c'est impossible. À partir du moment où je prends ça en compte, bah moi je commence à rentrer dans mon petit côté coach, et puis je vais l'accueillir, le reconnaître, le valoriser, lui poser des questions, comment je peux l'aider, etc., etc. Si je fais pas ça, c'est parti. Alors j'ai pu le faire un certain temps, puis comme ça changeait pas, bah, j'ai décidé de m'en aller. Mais si j'ai pas cette intelligence, on rentre en conflit. Et cette capacité, vous l'avez tous, vous mettre dans la peau de l'autre, surtout pour les conflits.
ce genre de choses. Mettez-vous 2 minutes dans la peau de l'autre. Pas besoin de le faire sur le moment. Vous pouvez le faire le soir dans votre lit avant de dormir. Mais juste imaginez tout ce qui se passe dans la peau de l'autre. Puis vous pouvez reprendre mon petit triangle. Qu'est-ce qu'il a comme but dans la vie? Qu'est-ce qu'il ressent en ce moment? Quelles sont ses valeurs, ses croyances? Quels sont ses comportements et ses attitudes en ce moment? Quel est le message qu'il ne me dit pas mais qui fait passer tout le temps? J'en peux plus, je suis fatigué, je suis out, etc. Je peux me poser plein de questions comme ça pour me mettre dans sa peau. À partir de là, il y a une reconsidération de la personne et donc il y a une autre dynamique relationnelle qui s'instaure. Ça va? Bon. Il y a que 2 personnes qui doivent rire, je crois. Si je m'accroche au poteau, mais enfin, bon, c'est tombé. Je suis tout seul dans mon monde. Donc, on fait des apprentissages grâce à notre cerveau, et puis finalement, le langage, c'est juste pour vous dire du basique. On perçoit tous la réalité au travers de nos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, c'est le ressenti, l'olfactif et le gustatif. Donc, on communique et on perçoit la réalité au travers de ces 5 sens, c'est le langage, et ça marche autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai des images à l'intérieur de ma tête, j'ai des sons à l'intérieur de ma tête, j'ai une petite voix, moi j'en ai plusieurs, mais j'ai une petite voix à l'intérieur de ma tête, okay, j'ai des ressentis, des chaleurs à l'intérieur, et puis il y a tout ce qui se passe à l'extérieur. Et pour la petite anecdote, sachez que votre cerveau fait absolument pas la différence entre la réalité intérieure et la réalité extérieure. C'est démontré, c'est prouvé. Ils ont fait ça avec des sportifs d'élite, et puis toutes les petits électrodes, ils les font s'imaginer faire leur sport pendant des heures, et au bout d'un moment, c'est un peu de l'hypnose, au bout d'un moment, le cœur accélère, le corps transpire, et même les muscles prennent du volume, alors qu'ils sont couchés. Si vous voulez une deuxième preuve de tous ces trucs hypnotiques, vous avez déjà tous rêvé. Combien de fois ça vous est arrivé de vous réveiller en faisant les gestes que vous faisiez dans le rêve? Pour lui, c'était du réel. Alors ça va super vite, c'est clair, c'est pas en temps réel, mais c'était du réel. Donc quand on transforme quelque chose à l'intérieur de quelqu'un, dans sa représentation mentale, on transforme la réalité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait souvent. Voilà, je vous dis 3 mots sûrs. Ça vient des années 70, ça a été créé par John Grinder, Richard Bandler. Aujourd'hui, ils sont séparés, ils ont tous les deux une PNL différente. Il y en a un qui est resté très orienté Milton Erickson, donc côté hypnotique, intuitif, humaniste. Il fait une PNL, il utilise une PNL et il pratique une PNL qui est plutôt de l'ordre de l'intuition. On a des protocoles, mais si la personne m'amène autre chose, je sors de mon protocole, je suis cette personne là où elle m'emmène, et ensuite je reviens sur mon protocole si nécessaire. John Grinder, il est plutôt très protocole, ça veut dire que pour que ça marche, il faut suivre les étapes de A à Z, et c'est comme ça que ça marche. Voilà, dans les grandes lignes, pour l'idée. Alors, la PNL, c'est quoi au fond? En fait, la PNL, c'est né de cette idée qu'ont eu ces gens de se dire, mais pourquoi est-ce que 2 êtres humains qui vivent le même événement vont avoir des réactions complètement différentes? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en voiture, on a un petit accident, il y en a un des deux qui conduira toute sa vie sans problème et l'autre qui est traumatisé, qui ne monte plus jamais dans une voiture? Pourquoi est-ce que 2 enfants qui naissent du même ventre, à 2 minutes d'intervalle, qui ont les mêmes interactions avec leurs parents, pourquoi est-ce qu'il y en a un, il va finir drogué et l'autre, il va réussir sa vie? Réussir, c'est personnel à chacun. D'accord? Mais pourquoi ça? Donc, ils ont juste été se dire, bon, maintenant, il faut qu'on comprenne comment ça marche, un être humain, et un cerveau, etc. Et ils ont fait un mode d'emploi. On va faire simple. Ils ont fait un mode d'emploi de l'être humain. Ils expliquent comment on fonctionne. Puis, suite à ça, leur but, ça a été, c'est une des grandes phrases qu'on dit en PNL, analyse et reproduction de l'excellence. En fait, ils viennent juste dire, il n'y a pas de gens plus stupides les uns que les autres. Il y a juste des stratégies différentes. Ça veut dire qu'il n'y a pas un enfant bête puis un enfant brillant. Il y a juste que l'enfant bête, lui, il s'est trompé dans sa manière de procéder dans sa tête. Il s'est juste trompé dans la manière de faire. Allez, puisque j'y suis, on y va. Exemple, l'orthographe. Eh bien, la meilleure stratégie pour la PNL, moi je vous dis pas que c'est la meilleure du monde, extra et tout, hein, j'aime bien ça, mais voilà. Eh bien, c'est une stratégie visuelle et kinesthésique. Ça veut dire que pour apprendre l'orthographe correctement, vous avez besoin d'avoir des images des mots dans la tête. Si vous fonctionnez en auditif, c'est-à-dire que vous faites du syllabique, vous êtes foutu. D'ailleurs, j'étais foutu. Mais je me suis bien amélioré. Je vous donne un exemple.
essayez d'épeler le mot famille à l'envers. À l'envers, hein. A priori, vous allez chercher une image et essayer de la lire. Ouais? Ok. Donc, on devrait apprendre l'orthographe de cette façon-là. Chercher à épeler les mots à l'envers, lire le mot, écrire le mot, vérifier si c'est juste et reconstruire une image. Donc, faire vraiment ce travail d'image dans la tête. À partir de là, une fois que j'ai l'image juste, ben, je sais l'orthographe. D'accord? Donc ça, c'est la PNL quand elle va très loin, c'est-à-dire dans les stratégies à l'intérieur de la tête. Donc, on va faire ça avec un sportif. J'ai envie d'être un super coureur de fond, je vais observer un super coureur de fond. Mais je ne vais pas l'observer que de l'extérieur, je vais aussi aller dans sa tête. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il se dit, etc., etc. Ce soir, c'est match de hockey, je suis fan du LHC. Eh bien, je sais par exemple que les bons gardiens, ils ont une stratégie qui consiste, quand ils prennent un goal, à tout de suite, ils ont un processus, c'est tout de suite, qu'est-ce que j'ai appris, dans quelle position j'étais, qu'est-ce que je vais corriger la prochaine fois. Et ils passent à autre chose. Ça, ils ont un protocole comme ça dans la tête pour pas rentrer dans l'émotion, pas s'énerver, etc., et passer à autre chose. Mais ils vont se poser la question, tiens, quelle était ma position, qu'est-ce que j'ai appris cette fois-là, et à quoi je fais attention la prochaine fois. Et on y va. Donc voilà, des stratégies. Eux, ils travaillent avec ça, entre autres. Donc, les questions qui se sont posées, et puis ben, de là, ils ont développé plein d'outils et de protocoles pour transformer des apprentissages qu'on aimerait corriger, pour observer quelqu'un, pour comprendre comment ça marche. Puis c'est par la suite que cette partie sur le côté développement personnel, dans le fait de pouvoir expliquer aux gens, mais on devrait faire ça à l'école déjà, expliquer aux gens comment on fonctionne, comment ça marche, pourquoi j'ai des émotions, pourquoi j'ai des comportements comme ça, comment je perçois la réalité, etc. Je crois que je vais m'arrêter là. Question? Oui. John Grinder, plutôt protocole. Ouais. Ouais. Richard Bandler est vraiment resté sur Erickson. Hein. Ouais. D'ailleurs, si vous voyez des vidéos, il y a sur Internet des vidéos de Richard Bandler, il fait de l'hypnose, il fait de la confusion, mais il utilise les protocoles PNL, mais avec de la métaphore, avec des histoires, des choses comme ça. Non, nous on est là. Ouais. Nous on est là. Ah ouais, c'est vachement plus fun. Oui. Non, nous on est plus orienté métaphore, histoire, un peu d'hypnose comme ça aussi. Ok? Encore des dessins. Alors, juste pour conclure sur cette PNL, la PNL, vous allez reconnaître mon petit triangle. Essentiellement, ça se développe dans 4 axes. Il y a toute une notion d'objectif. C'est-à-dire qu'en PNL, on va vraiment expliquer, c'est basé sur les gens qui réussissent dans la vie. Hein. Donc, on va expliquer comment ils fonctionnent. Donc, on a repris l'essentiel, enfin, ils ont, c'est pas moi, mais ils ont repris l'essentiel de ce qui fonctionne. Et donc, on va expliquer comment se projeter, comment avoir des objectifs, comment se les fixer et comment être sûr de les atteindre. Avec protocole, avec questionnement à se poser, etc. Quand je parle d'objectif, j'aime bien faire ce petit truc-là, c'est un objectif, on n'est pas à la sauce, je veux pas être à la sauce à l'américaine, hein, d'accord? Puis un objectif, c'est pas forcément construire une maison, être chef d'entreprise, etc. Un objectif, c'est aller boire un verre avec des potes ce soir. Un objectif, c'est me brosser les dents avant de me coucher. Un objectif, c'est raconter une histoire aux enfants. Tout est objectif. C'est un truc que j'ai besoin et que j'ai envie de faire. Et pour arriver à le faire, je vais avoir besoin de certaines choses. Et nous, on va apprendre comment faire pour développer ces compétences. J'ai pris mardi l'exemple du voyage. C'est le meilleur truc. Si vous êtes déjà parti en voyage, oui, vous avez peut-être déjà organisé un voyage pour d'autres ou pour vous et d'autres. Quand vous faites ça, vous êtes à fond dans ce qu'on apprend. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous projeter dans un futur qui n'existe pas encore. Vous allez vous mettre à la place de ce futur comme si vous y étiez. Et à partir de là, vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis il y a un moment où vous allez vous retourner en quelque sorte vers le passé, puis dire, bon, pour arriver là, dans ces vacances, sur cette chaise longue ou sur ce trail, dans cette montagne, eh bien, comment je dois m'y prendre? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver là? Ah, il me faut un billet d'avion. Ah, il me faut un billet de train. Ah, il faut que je trouve un guide. Ah, etc. Donc ce truc-là, vous le faites naturellement. En fait, on va le développer puis apprendre à le faire plus à fond pour d'autres choses aussi. Se projeter dans l'avenir,
intégrer ce que c'est émotionnellement de vivre le résultat, et ensuite se demander comment on va y arriver. Vous retrouvez là la notion d'orienter solution de la thérapie brève. Hein? Psychanalyse. Je tombe dans l'eau froide, je me demande pourquoi je suis tombé. Avec un peu de bol, j'y reste. Orienter solution. Je tombe dans l'eau froide, je cherche comment sortir, je sors de l'eau, puis après je me demande peut-être comment je suis tombé. Mais la thérapie brève, c'est ça. L'hypnose, la systémique, la stratégie, c'est du orienter solution. On va d'abord se demander ce serait comment si c'était résolu. Et ensuite, on se demandera comment on est arrivé là. Et c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite. On dit en thérapie brève 3 à 7 séances pour un sujet bien précis. C'est pas de la magie. Si c'était de la magie, on serait tous merveilleusement bien dans notre tête et dans notre peau, d'accord? Mais ça marche plutôt bien. En tout cas, moi, ça marche. Après, non, ça marche plutôt bien avec plein de gens. Et puis c'est intéressant parce que le but, c'est pas de pleurer pendant 10 ans. Le but, c'est d'avancer. Donc, toutes ces notions d'objectifs, ben, ça permet quoi dans la vie? Ça permet de savoir où je vais, puis en plus d'y arriver, ce qui est sympa quand même, ça génère 2-3 émotions positives quand on peut faire un peu ce qu'on veut. Deuxième direction, les états internes, on va parler de gestion émotionnelle, gérer ses émotions, j'en ai dit un mot tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des exercices, des protocoles, il y a de la compréhension, et puis on travaille là-dessus pour avancer à ce niveau-là, pouvoir gérer ses émotions, comprendre ce qui se joue, et puis un peu se réparer aussi parfois. Hein, parce qu'il y a des trucs qui sont émotionnels aujourd'hui, qui vous font bien mal aujourd'hui, mais qui viennent de là-bas. On n'a pas forcément besoin, pardon, pour vous là-bas, à moins qu'il y ait des gauchers, mais sinon... on n'a pas forcément besoin d'aller dans le passé. Hein. Ce que vous le vivez aujourd'hui. On s'en fiche. C'est peut-être né dans le passé, mais c'est aujourd'hui que ça nous intéresse. Ici, on parle aussi d'un truc super important. J'ai tellement de trucs super importants à dire. On parle aussi de ressources. Il est inutile de chercher à se projeter dans l'avenir et à vouloir atteindre un objectif si je ne me sens pas capable de le faire. On parle de ressources émotionnelles. J'ai besoin de me sentir à l'intérieur capable d'y aller. Et si je ne me sens pas capable d'y aller, ben d'abord je travaille là-dessus. D'abord je trouve les ressources émotionnelles pour pouvoir aller là-bas. On parle de communication et de relations. J'aimerais bien avoir le temps de faire, mais je vais y arriver. Faire un zoom là-dessus, communication, relation. Et puis on parle de croyances, enfin on parle pas, on pratique, mais on apprend aussi c'est quoi les valeurs, c'est quoi les croyances. Et puis à changer ces croyances des fois, c'est nécessaire. Petit changement de croyance, ça fait pas de mal. Il y en a des cachés, puis il y en a des qui existent. D'accord? Il y a les croyances que vous connaissez, dont vous avez conscience, vos propres croyances. Il y a des gens qui disent « Moi, dans la vie, j'arrive à tout faire, mais je ne serai jamais un super expert. Mais je sais tout faire. » Ça, c'est une bonne croyance, mais ça peut limiter d'une certaine façon. Puis il y a des gens, ils disent « Non, mais moi, je suis incapable de faire ça. » Et votre cerveau va vous prouver ce que vous croyez. Donc, laissez tomber, essayez même pas si vous pensez que vous n'êtes pas capable. Par contre, c'est dommage parce qu'en fait, on est capable. Et puis on est à peu près capable de tout, tous. Il faut juste trouver les ressources et puis travailler. C'est ce qu'on fait également dans ces cours. L'influence des croyances, juste un truc... non mais je viendrai après dessus. Je viendrai après. Ok, valeurs, croyances, c'est ce qui fait votre identité. Donc là, vous avez les 4 axes sur lesquels on approche. Alors maintenant, je veux faire ce zoom. Est-ce que vous avez des questions ? Si je vais trop vite, vous faites comme ça, d'accord? Parce que... Bon. Alors, l'idée, c'est de rentrer sur la communication. Première chose en communication, couple ou pas couple, mais bon, on est sur le thème du couple. La communication, il y a plusieurs niveaux de communication. Au niveau de la communication, il y a ce qui est conscient. Donc, quand je communique, ce qui est le cas en ce moment, vous aussi, parce qu'il paraît qu'on ne peut pas communiquer, hein, même si je fais ça, je passe un message. La communication consciente, c'est ce dont vous avez conscience en ce moment. Et pour certains, c'est plus ou moins pas grand-chose. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé sur ce que je dis, sur moi, sur le dessin, etc. Et du coup, vous perdez conscience de plein de choses. Par exemple, vous allez peut-être pas remarquer les allers-retours de certaines personnes, vous n'allez plus entendre le bruit du ventilateur, des choses comme ça. Donc vous perdez conscience. Par contre, vous avez conscience d'être assis dans cette salle, vous avez conscience d'écouter ce que je dis, vous avez conscience de mes mots. Après, il y a du préconscient. Préconscient, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition.
c'est le truc qui fait « Ah, je sens pas cette personne » ou « Ah oui, lui, j'ai un bon feeling ». C'est le truc qui fait que quand vous rentrez dans une salle comme ça, ou peut-être à l'apéro, parce qu'il y avait du monde, votre cerveau, il va faire un scan hyper rapide de tout le monde, et il va vous faire aller là où c'est le plus confortable pour vous. Et certaines personnes, j'en fais partie, en 10 secondes, je suis capable de dire avec qui je peux faire la fête, et avec qui ce sera sympa, mais ça s'arrêtera là. Mais c'est pas tous les profils de personnalité. Hein. Il y a des profils de personnalité qui ont cette capacité à très vite repérer les autres profils identiques. D'accord? Et ça, il scanne. Vous ne vous asseyez pas là par hasard. D'accord? Votre cerveau, il a scanné la salle, les fenêtres, la lumière, les choses, les trucs et tout, et il va vous asseoir là où c'est le plus confortable. D'ailleurs, vous allez voir à quelle vitesse vous avez envie de revenir à la deuxième conférence, exactement à la même place qu'avant. Qu'est-ce que ça changerait d'être à une autre? Pas grand-chose. Mais en fait, lui, il dit « Ah, j'étais là, c'était bien, j'y retourne ». Donc, entre autres, dans les cours, on met ça en dynamique, c'est chaque jour, on change de place. Il faut s'habituer au changement. Les enfants, ils pensent qu'il y a un truc, c'est l'évolution et le changement. Tout ce qui est nouveau, ça les attire, en général. Je fais des généralisations, mais... D'accord? Les adultes, c'est « pourvu qu'on change le moins de trucs possible ». Et quand on change très peu de choses, ben on commence sérieusement à s'en... Ben oui, parce qu'on connaît tout. Et on n'est pas vraiment fait pour connaître tout, on aime bien apprendre, on aime bien vivre de nouvelles expériences. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde des films puis des séries à la télé, parce que ça nous fait vivre des trucs sans qu'on ait à se mettre en danger. Oh, je me parle à moi hein, en même temps. Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus génial que d'aller dans un pays ou faire un voyage que vous n'avez jamais fait? Ben, il n'y a presque rien de plus génial, ben, ça dépend pour qui. Mais si l'année d'après vous voulez retourner au même endroit pour revivre la même chose, ce sera jamais pareil. Ben, c'est connu. Ça mérite réflexion, je vous jure. Non, c'est pas vrai pour tout le monde. Oui, c'est un équilibre, en effet. On a à la fois besoin de sécurité, de connu, c'est hyper important, et puis à la fois besoin d'aventure et de découverte pour être animé. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins besoin de cette aventure. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, mais en effet, il y a des profils de personnalité qui aiment le confort, la sécurité, et on ne sort pas de là, quoi. Et ça me va très bien, et je suis heureux. Ne vous acharnez pas à vouloir faire vivre des trucs exceptionnels à votre pote ou à votre conjoint. C'est peut-être pas son truc. Lui, il est juste heureux d'aller travailler, de rentrer, de se mettre sur le canapé, de bien manger, de passer une bonne nuit, puis d'y retourner. C'est possible. Il y a des profils comme ça. Et ça peut devenir insupportable. Ou alors, vous avez un profil qui a les deux. Et puis, vous êtes dynamique, vous bougez, vous faites des trucs, puis le soir, finalement, ou le week-end, c'est super agréable d'être avec mon conjoint parce que je sais que je vais pouvoir passer un petit moment cocooning avec lui, super sympa. Mais pareil, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre ensemble. C'est une question d'équilibre. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai besoin de bouger, de bosser, d'être dynamique. Puis de temps en temps, je vais de l'autre côté de la balance avec lui parce qu'on vit ce truc-là. On n'est pas obligé de tout vivre tout le temps ensemble. Je pense qu'avec l'âge, on commence à comprendre ce genre de trucs. Mais... Ou pas. Donc, communication. Conscient, c'est ce dont j'ai conscience à un moment T. On est à limiter à 7 plus ou moins 2 informations en même temps. 5 à 9 informations en même temps. Ça veut dire que si je commence à parler un petit peu vite, que vous vous imaginez dans une forêt, en train de marcher au bord d'une rivière, il y a le bruit de l'eau sur les cailloux, il y a les petites feuilles qui coulent le long. Vous vous mettez à courir le long de cette rivière, vous pouvez entendre le bruit de vos pieds sur le sol, sentir l'air humide de la forêt. Vous tournez à côté du chêne, puis ensuite des 2 sapins. Vous ouvrez une porte, vous vous retrouvez au milieu de Manhattan, et là il y a toutes les lumières du feu d'artifice qui s'allument, et c'est merveilleux. Eh bien, généralement, au 2e arbre, vous m'avez perdu. D'accord? Pourquoi? Parce que votre cerveau, il veut donner du sens à ce que je dis, et il y a un moment où il n'y arrive plus. Parce que lui, il est limité. Donc, moins vous avez conscience de ce que je dis ce soir, et plus vous emmagasinez d'informations. C'est pour ça que les cours d'hypnose, c'est super génial.
parce qu'on comprend rien. On sort le soir, on est comme ça. 2 semaines après, ça fait toujours « Mais qu'est-ce que j'ai appris dans ce cours? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Et 3 mois après, ça ressort, et vous savez, mais des tonnes de trucs. Parce qu'en fait, lui, il court-circuite, il veut tellement comprendre et tout le temps, qu'en fait, il bloque l'information. Bon, je m'éparpille et je m'éparpille. Préconscient, je l'ai dit, c'est ce qui est de l'ordre de l'intuition. Un petit truc, s'il y a des gens avec qui ça passe pas, allez à leur rencontre. Vous serez surpris, une fois que vous les connaissez, de ce qui peut se passer. Parce que si ça passe pas, c'est pas forcément que c'est une mauvaise personne ou qu'elle vous convient pas. C'est peut-être un vêtement qui a généré quelque chose chez vous du passé. C'est peut-être une attitude, c'est peut-être un parfum, c'est peut-être ce genre de choses. Et puis ici, on a l'inconscient, quand même que j'avance. Eh bien, c'est tout ce qui est de l'ordre de votre histoire de vie, de vos expériences de vie, de votre éducation, de votre culture. Et ça se joue en permanence dans notre communication. Mais on n'en a absolument pas conscience. Par exemple, à l'époque, j'avais pas conscience d'avoir une gestuelle assez féminine. Bon, des gens qui disent, mais non, pas du tout. Puis il y en a d'autres qui disent, ah oui, c'est vrai, t'as une gestuelle féminine. Bah, moi je trouve que j'ai une gestuelle féminine, mais je savais pas. Donc c'était bien caché. Ben pourquoi? Ben peut-être parce que dans mon histoire, quand j'ai grandi, j'étais plus souvent avec des femmes qu'avec des hommes. Donc mon cerveau a observé des femmes, donc voilà. Alors ça me gêne pas, hein, ça me pose pas un problème dans ma vie, mais il peut y avoir des trucs qui sont cachés là derrière, qui font que vous agissez, que vous vous comportez d'une certaine façon, en couple en particulier, dont vous avez absolument pas accès. Votre cerveau, il a donné no accès. Et du coup, je peux pas changer. J'ai beau faire tout ce que je fais, ça change pas, ça continue, ça se reproduit. Je tombe toujours sur des mecs qui se cassent après la première nuit. Je tombe toujours sur des mecs qui trompent. Je tombe toujours sur des femmes qui m'envahissent, etc. Ben ouais, parce que comme votre cerveau, il a des habitudes, et puis ben, vous allez attirer en général ce que vous voulez pas. Bah oui, plus je veux pas un truc, plus c'est sûr que ça va venir. Pourquoi? Parce que mon attitude et mon énergie va faire que je vais attirer ces personnes-là. Rentrez dans une pièce. Si vous êtes plutôt du type timide et que vous rentrez dans cette salle, imaginons qu'il y a de la musique et tout, bah, vous vous dites j'ai envie de m'amuser ce soir, etc. Mais au fond de vous, vous avez une croyance ou un truc qui est plutôt de la réserve, de la timidité ou ah non, je suis pas à l'aise en société. Bah, vous allez rentrer dans la salle pour vous amuser. Et vous verrez que les premières personnes qui vont venir vers vous, ce sera plutôt ceux qui sont réservés, qui dansent pas, etc. Pourtant, vous aimeriez aller là-bas. Mais il y a un truc qui se passe. C'est les schémas, c'est les apprentissages qui tournent en boucle. Après, il y a tout ce qui est analyse transactionnelle, persécuteur, sauveur, etc. D'accord? Le plus important, si vous identifiez un schéma en couple, c'est arrêter de faire ce que vous faites. Même si vous ne savez pas quoi faire d'autre, mais arrêtez de faire ce que vous faites. Qui ne sait pas comment faire en rentrant le soir pour vraiment bien agacer son conjoint? Bah, au cas où vous le faites tous les soirs, peut-être qu'il est temps d'arrêter. Mais c'est exactement ça. Arrêtez de faire ce que vous faites tout le temps. Alors, comme je vous le disais, il y a des choses je peux, il y a des choses je peux pas. Pour terminer sur ce point-là, parce que vraiment, ce serait bien que je le dise, en communication, la communication, elle n'a qu'un seul objectif, l'évolution. Je parle de communication au sens large. Quand je parle avec quelqu'un, il n'y a qu'un seul objectif, c'est construire ensemble. Si vous arrivez à garder ça en tête, qu'il y ait conflit, qu'il y ait divergence d'opinion, il n'y a qu'un seul but, aller quelque part ensemble. Tant qu'on reste sur une communication horizontale, on va nulle part. On a besoin de dire, ok, toi tu penses ça, toi tu veux ça, toi tu penses ça, toi tu veux ça, qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant? Important. Qu'est-ce qui est important? On va commencer par lui parce que c'est le plus important. Important pour l'autre. Important pour moi. Toujours, tout le temps, et je sais, quand il y a de l'émotion, c'est
pas facile. Qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui est important pour moi? Tant qu'on n'a pas ça, on va nulle part. Ou on va quelque part, mais il y en a un des deux qui sera pas content. Donc, une fois qu'on sait ça, et puis qu'on fait quelques jours de cours, qu'on développe un peu de la communication, je suis conscient qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus capables naturellement de faire ce genre de choses, et d'autres moins. Hein. Tout s'apprend, on n'a pas tous la même histoire. Mais un truc est sûr, tant que j'ai pas pris en compte d'abord ce qui est important pour l'autre, il n'est pas disponible pour entendre ce que j'ai à dire. Donc si votre vieille maman ne vous entend pas, ne vous comprend pas, est exécrable, je suis désolé de vous le dire, mais il va falloir aller l'écouter. Entendre ce qu'elle veut vous dire depuis des années qu'elle n'a pas réussi à faire comprendre. Et probablement que sa manière de le faire fait qu'on ne la comprend pas. Et donc, vous devenez des pros de la question et vous allez lui poser des questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle fait ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit ça. Tu veux toujours que je t'achète des trucs chaque fois que je viens chez toi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça te permet d'important quand je t'amène quelque chose? Elle va vous dire un truc, je me sens aimé, elle va vous dire un truc du style j'ai besoin de ça pour sentir que tu es présente ou que tu t'occupes de moi, etc., etc. Mais du coup, ça va changer les choses. Mais tant que je ne sais pas, je bloque. Mais ce qui est sûr, c'est que dans n'importe quelle communication avec quelqu'un, tant que l'autre n'a pas été entendu pour ce qu'il a à dire, il va continuer à passer son message. Et comme probablement qu'il s'y prend mal, puisque ça fait des années qu'il passe le même message et qu'on ne le comprend pas, eh bien, il faudrait que j'ai de la flexibilité puis que j'arrive à aller comprendre ce qu'il veut vraiment dire quand il fait ce qu'il fait ou qu'il dit ce qu'il dit. Et c'est possible. Ça va jusque-là? Alors, j'ai choisi dans les trucs PNL que j'ai et tout ça, 3 sujets qui me semblaient super importants en couple. Le premier, on en a déjà un petit peu parlé. C'est la vision du monde. Notre perception de la réalité est différente pour chacun. Pourquoi? Parce que dans ces fameux 5 sens, je vois, j'entends et je ressens, je vais en faire 3, mais olfactif et gustatif, c'est dans le kinesthésique, donc le 3e ici, visuel, auditif, kinesthésique. Dans ces 3 sens, on en a tous un privilégié. Ça veut dire qu'on communique tous par un en privilégié, normalement. D'accord? À quelques exceptions près. Personnellement, je suis dans le visuel. Pour pouvoir suivre un cours, j'ai besoin de voir. J'ai besoin d'avoir des dessins, j'ai besoin de voir ce qui se passe, de voir l'animateur. Il y en a d'autres, ils sont pendant 8 heures en train d'écrire. Et ils ne regardent pas le prof. Eux, pour apprendre, ils ont besoin de ça. Moi, j'ai besoin de voir. J'ai besoin d'entendre aussi. Par contre, je n'ai pas vraiment besoin d'écrire. Si je commence à écrire, je perds le fil, c'est fini, j'apprends pas. Comme je suis dans le visuel, je vais parler avec des mots du style « Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair pour vous ?» Il y a parmi vous des gens, alors ça leur parle pas du tout, et ça n'a aucun sens de dire « c'est clair et vous voyez ». Ils vont préférer « j'entends bien ce que tu me dis ». Ça résonne à l'intérieur de moi. Je le sens, ce truc-là. D'accord? Donc dans le vocabulaire, on va savoir où c'est que ça communique en principal. On a tous les 5, hein? D'accord? Alors déjà là, ça fait des divergences. Ensuite, vous avez du verbal et du non-verbal. 7% pour les mots. Bon, les statistiques, elles varient un peu selon les thèmes, mais 7% pour les mots. Donc quand vous écrivez un message ou un texto, vous n'avez que 7% de la communication. Ne vous étonnez pas si on ne se comprend pas. C'est pour ça qu'on a fait des émoticônes. Mais même avec ça, ça va toujours gagner. D'accord? Le reste, c'est du non-verbal. Paraverbal, on dit la voix, l'intonation, et puis le non-verbal, c'est le corps qui exprime. Donc quand on est un petit peu affiné à ça, puis qu'on pose une question à quelqu'un, on connaît la réponse avant qu'il parle. Parce que son corps va nous la dire avant. Quand vous allez faire des cours d'hypnose, plutôt, en PNL, on l'utilise aussi. Mais on va développer encore plus ça avec l'hypnose. Eh bien, on va vraiment apprendre à observer quelqu'un. On ne va pas attendre des réponses verbales, on va observer.
Donc verbal, non verbal, il y a déjà un super enjeu. Puis après, il y a des gens, ils sont incongruents. Ils vous disent un truc, puis le corps montre autre chose. C'est pas gagné. Ensuite, il y a vos valeurs et vos croyances qui vont jouer dans votre perception du monde. Ce qui est important pour vous et puis ce que vous croyez. D'accord ? Par exemple, si vous êtes enceinte ou que vous attendez un enfant, vous commencez à voir des femmes enceintes partout. Ben, il n'y en a pas plus qu'hier, pas plus que demain, mais comme vous avez ça dans la tête, c'est parti. Vous commandez une voiture, une moto, un vélo moteur, vous avez choisi la couleur parce que vraiment nickel, et puis au moment où vous avez signé le contrat et que vous attendez, ben, il est partout dans la rue. Pareil. Il n'y a pas plus qu'hier ou demain, mais j'ai ça dans la tête. Si je vais dans une conférence en me disant que je vais m'éclater, il y a plus de chances que vous éclatiez que si vous vous dites que vous allez vous ennuyer. Si vous allez dans un cours en pensant que, ou si vous rentrez dans le bus en pensant que les gens sont tristes, vous verrez des gens tristes. Votre cerveau va focaliser sur ce qui vous prouve, ce que vous croyez. Ensuite, il y a les expériences de vie. Puis là, il y a toutes celles qu'on raconte au conjoint, puis il y a toutes celles qu'on raconte pas au conjoint. Et puis, il y a les émotions. Et apprendre tout ça, parce qu'on va beaucoup plus loin que ce que je viens de vous dire, apprendre tout ça, ça permet quoi? Ça permet une flexibilité relationnelle. C'est pas pour changer les gens, c'est pour m'adapter. Je vais être capable de m'adapter à la communication de l'autre. Et donc lui permettre peut-être de dire des choses qu'il n'a jamais dites, peut-être de vivre des choses qu'il n'a jamais vécues, et moi aussi d'ailleurs, en passant. Mais c'est de la flexibilité relationnelle. Allez, je vais le chercher. Question? Très bien. Donc, juste, pour vous, ayez conscience de ça. C'est pas parce que vous avez dit un truc que vous avez été compris. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est ce que vous avez compris. C'est pas parce que quelqu'un montre quelque chose que c'est ce que vous pensez. Et on a une super machine à interprétation. D'accord? Donc c'est pas parce que quelqu'un fait la tête qu'il vous en veut. C'est pas parce que quelqu'un a les bras fermés qu'il s'ennuie ou qu'il ne veut pas vous parler. Faites super gaffe. On est tout le temps. De toute façon, dans l'interprétation, votre cerveau ne sait pas fonctionner autrement. Mais méfiez-vous de ça, parce que vous allez construire votre vie sur des choses qui n'existent pas. J'ose pas aller là-bas parce que la dernière fois, il m'a regardé bizarre. Interprétation. Moi, je pense que lui, il m'aime pas. Vu que vous pensez qu'il vous aime pas, vous allez avoir une attitude qui fait que lui, il va penser que vous l'aimez pas. Et c'est parti pour un tour. Et on manque plein de choses comme ça. Donc faites bien attention à ça. J'avais quand même envie de vous parler d'écoute. Il me reste 10 minutes puisqu'on a accepté un quart d'heure. Je fais du synthétique, d'accord? Il y a tout un monde là derrière, mais en synthétique, l'écoute, c'est la priorité de votre communication. Plus vous apprendrez et vous maîtriserez l'écoute, mieux vous communiquerez. On parlait l'autre jour de reconnaissance. Il y a des gens qui pensent que la reconnaissance, elle vient au travers de ce qu'ils font. J'en fais partie. Mais j'ai un peu travaillé dessus quand même. Donc, quand je fais quelque chose, je jardine, j'ai besoin d'aller le montrer à quelqu'un. Regarde ce que j'ai planté comme plante. D'accord? Je suis reconnu par... C'est l'enfant qui a développé ça. Il a remarqué que papa, maman, ils étaient plus réactifs quand je faisais quelque chose. Ok? Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont reconnus par ce qu'ils savent, par le savoir. Donc quand vous discutez avec, ils ont toujours plein de trucs à décortiquer puis à vous expliquer, même si ça n'a rien à voir avec le sujet. D'ailleurs, au bout de 3 minutes, vous avez juste envie de partir parce que vous vouliez dire un truc et puis l'autre, il est parti sur des explications hyper complexes sur le premier mot que vous avez dit. D'accord? Donc, il y a des gens qui sont reconnus par le savoir. Il y en a d'autres, ils sont reconnus par le partage de choses. J'aime faire des cadeaux, j'aime faire des échanges, etc., etc. Sachez juste que la plus belle reconnaissance que vous allez pouvoir recevoir pour vous booster, c'est l'écoute que vous pouvez avoir pour quelqu'un. Parce que le jour où vous savez écouter les gens, ils vont vous envoyer des retours de reconnaissance super puissants. J'ai jamais eu autant de retours du type « ça m'a fait plaisir de discuter avec toi pendant 1 heure, j'ai vraiment eu l'impression d'être écouté », en termes de valeur, c'était pas mal, que depuis que je fais ces cours et que j'ai appris ça. Et écoutez. Donc,
si jamais vous croisez des gens qui coupent la parole systématiquement pour raconter leur histoire, vous avez le droit de leur dire « Hé, je crois que tu m'as posé une question, j'aimerais bien te répondre. Tu te rends compte que tu viens de me couper une fois, deux fois, trois fois? Pourquoi pas ?» Moi je fais, perso. Comme vous. Donc, l'écoute le plus important. Si je reviens ici, il y a 3 types d'écoute. Je vous les donne quand même en vite fait. La validation, c'est dire à quelqu'un « ce que tu me dis, c'est que ». Quand il y a de l'émotion, c'est « ouais, j'en ai marre, de toute façon le dîner il est jamais prêt ». Ce que tu me dis, c'est que le dîner il est jamais prêt. Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de valider l'émotion de l'autre. Quand je valide ce qu'il vient de dire en répétant ce qu'il a dit, ce que tu me dis, c'est que je valide son émotion. Donc je fais baisser l'intensité et on peut commencer à communiquer. Non, il y a des mouches, j'aurais dû me laver. Donc, on fait baisser l'intensité. Je ne vais pas vous en dire plus, mais sachez que ça existe, ça marche très bien. Après, on joue encore avec l'énergie. Si quelqu'un est très en colère, vaut mieux monter dans son énergie pour aller le chercher, valider ce qu'il dit et redescendre. Validation. Ce que tu me dis, c'est que. Ça marche extrêmement bien. J'ai même vu un de mes managers le pratiquer dans un meeting. C'était intéressant. Au début que j'apprenais la PNL. La relance, c'est prendre un mot ou une phrase et puis le mettre sur un ton interrogatif. On fait tout ça. Hein. Ah, blablabli, blablabla. Ouais, quand tu dis plaisir, c'était plaisir, point d'interrogation. Puis la personne, elle relance. Elle recommence. Elle raconte plus de choses. Super nickel comme écoute. Et puis la silencieuse, vous le faites aussi. Oui, d'accord, je hoche la tête pour montrer mon approbation. Le truc important ici, c'est de la flexibilité relationnelle. Le but, c'est de communiquer. C'est pas de la soumission. Quand vous allez vers un enfant pour discuter, le réflexe, c'est vous baisser. Vous n'êtes pas soumis. Vous êtes adapté à l'autre. D'accord? Je peux parfaitement communiquer et valider l'autre sans être d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas la même chose. Je valide ce qu'il dit, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec. T'es en colère parce que le repas est pas prêt. C'est ça. Ok, je suis pas trop d'accord avec ça parce que, entre autres, ça fait une demi-heure que je suis dans la cuisine. Mais, d'accord, c'est pas la même chose. 2 plans différents. Valider ce que l'autre vit et être d'accord avec. Je reviens ici. 3 attitudes au niveau de l'écoute. Reptilien, on est un cerveau... D'accord? Et ce cerveau, il a 3 réflexes. Je crois qu'on l'a dit hier. Attaque, fuite, paralysie. Mais là, on va plutôt parler d'attaque et fuite. Donc, dès que je suis dans l'émotion, qu'est-ce qui se passe? J'ai une attitude de fermeture. Un pas en arrière, fermeture des bras. Non, je ne veux pas t'écouter, je ne veux pas discuter, pas ce soir, je suis fatigué, j'en ai marre, etc. Attitude de fermeture. Affirmation. De toute façon, avec toi, c'est toujours pareil, on n'y arrivera jamais. Ça fait des années que tu me répètes la même chose. Affirmation et généralisation par la même occasion. Un couple se sépare après 10 ans de vie merveilleuse, sauf les 3 derniers mois. De toute façon, avec lui, c'était tout le temps comme ça. Il n'a jamais été reconnaissant, il m'a jamais offert des fleurs. Chaque fois, on s'engueulait. Généralisation, généralisation, généralisation. Affirmation, généralisation. On a un cerveau qui fait très vite comme ça. Premier truc à leur dire à ces gens, si jamais vous les croisez, c'est « Tu l'as rencontré comment ton mari? Tu l'as rencontré comment ta femme? C'est quoi qui t'a plu chez lui ?» Rouvrir un tout petit peu le champ des vides possible. Donc, attitude de fermeture, l'idéal, c'est plutôt d'être en ouverture. J'accueille. Non, en permanence. C'est-à-dire, même si je suis dans l'émotion, parce que je me sens agressé, par exemple, j'ouvre les bras et je vais... Et dis-moi pourquoi tu dis ce que tu dis, pourquoi tu me dis ça. Je vais développer une attitude d'ouverture, même si je ne suis pas d'accord, même si je suis énervé, agacé. Attitude d'ouverture. Affirmation va devenir de la... Questionnement. Pardon. Question. Je vais juste écrire question, d'accord? C'est-à-dire, plus vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas et qui pose des questions, plus fort vous êtes en flexibilité relationnelle. Colombo, il sait jamais rien. Eh ben, c'est un pro de la position basse du questionnement. Et dans une communication, celui qui pose des questions est celui qui dirige le débat ou la communication. Il n'y a qu'à voir avec les enfants. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?
C'est pas vous qui dirigez. Hein. Le parent qui affirme bien on y va, c'est pas lui qui dirige. Par contre, le parent qui s'arrête, qui se baisse, puis qui lui fait qu'est-ce qui t'arrive? Ou j'en sais rien quoi d'autre. Là, il commence à prendre le contrôle sur la communication. Mais tant que vous êtes dans l'affirmation, c'est raté. En plus, comme on veut reconnaître l'enfant, vous allez lui dire « Hé, je sais que tu es en colère puis que tu veux ta sucette. Reconnaissance. Cependant, c'est pas le moment, on va y aller. » Mais j'ai reconnu qu'il avait envie, qu'il est en colère, qu'il avait envie d'y aller, qu'il avait envie de sa sucette. Question, et puis la précision, pareil, ça s'entraîne. Je voulais vous le dire, je vous l'ai dit. Lorsqu'on communique, on a tendance à généraliser les choses, et donc on peut plus comprendre, puisque un mot pour quelqu'un veut dire quelque chose de différent pour quelqu'un d'autre. Donc avec toi, c'est tout le temps comme ça, on va jamais y arriver. C'est pas de la communication, je peux rien comprendre de cette phrase. Donc explique-moi, quand tu dis tout le temps, qu'est-ce que tu veux dire? Avec moi, ça veut dire quoi? Etc., etc. Mais explique-moi précisément pourquoi tu dis ce que tu dis, comme tu le dis quand tu le dis. Vous apprendrez à faire ça aussi. Bon, la précision. Donc, il y a plein d'enjeux et on peut vraiment se développer à ce niveau-là. Oui, question. Bien sûr. Là, je suis à fond. Là, j'ai 1 heure. Quand on a le temps. Quelle est la question? Ouais. Dans la vraie vie. Oui, 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 oui. Combien de temps vous avez déjà perdu aujourd'hui? Parce que c'est ça, ça va vous prendre une fois, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Puis après, normalement, c'est bon. Si vous avez quelqu'un qui revient tout le temps à la charge, et que vous ne l'écoutez pas, il va continuer à revenir à la charge. Mais une fois, écoutez-le vraiment jusqu'au bout. Ça va peut-être vous prendre 1 heure, et vous n'êtes pas thérapeute, je suis d'accord. Mais peut-être que cette fois-là va faire que ça se stoppe définitivement. Maintenant, il y a des cas où c'est des jeux psychologiques. Je ne parle pas des enfants, parce que là, ils ne sont pas encore là-dedans, quoique ça vient assez vite suivant l'interaction avec les parents. Mais il y a des cas où c'est des jeux psychologiques. Mais j'écoute une fois pendant 10 minutes, j'écoute une deuxième fois pendant 10 minutes, puis je dis, ok, maintenant j'écoute plus. Maintenant j'écoute plus. Et là, je fais un choix. Je ne rentre plus en interaction avec cette personne, parce que de toute façon, elle ne sait pas faire autrement. Donc je fais un choix, je n'ai plus rien à te dire, merci, au revoir, je vais faire ma vie ailleurs. C'est différent des enfants. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que je suis flexible et jusqu'au moment où je dis ok, ma flexibilité ne passe pas, il y a un truc qui fait, la personne revient, elle est dans son truc et ça continue. Bon, ok, qu'est-ce que je fais? Je continue à la côtoyer, j'accepte qu'elle soit comme ça, ou je prends des décisions et puis je fais ma vie autrement. Mais je ne change pas les gens de toute façon. Je ne peux pas changer les gens. Inutile d'essayer d'envoyer quelqu'un de votre famille ou des amis chez un thérapeute. Par contre, allez-y vous, parce que vous serez le courageux de l'histoire. Et puis vous allez pouvoir faire quelque chose sur l'interaction, sur la relation. Parce que si ça se passe comme ça se passe dans votre couple ou dans votre famille, vous y contribuez. C'est un système. Et tant que vous ne changez pas, les autres ne changent pas. Par contre, si vous changez, il y a peut-être une petite chance que ça change. Je ne vais pas avoir le temps de vous donner le dernier chapitre, qui était les marques d'attention. Je vais vous le faire bref. Les marques d'attention, c'est les petites attentions qu'on se fait. Ah, si. Bon, mais alors je vais le faire bref quand même. D'accord. Les cadeaux, ok. Les marques d'attention. Non, franchement, non. Je veux pas. Moi, j'aime bien respecter mes horaires, donc communication verbale et non verbale. Toute communication verbale et non verbale est une marque d'attention. Je vous regarde en ce moment, c'est une marque d'attention. Vous me regardez, c'est une marque d'attention. Si je fais comme ça, c'est une marque d'attention négative. Dans ce cas-là. Ou interpréter tel quel. D'accord? Tout est marque d'attention. Mais je vais venir juste sur le couple, qui est le plus important dans ce cas-là. C'était juste pour dire, on a tous besoin de marques d'attention, sinon on meurt. C'est simple. C'est physiologique, c'est biologique. On a besoin de marques d'attention. Hein, ils ont fait des expériences là-dessus.
Sinon, on s'en sort pas. Donc, on vit dans une société qui est pauvre en marque d'attention. Positive, en tout cas. D'accord? Donc, on apprend à vivre sans. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire. Dire merci à une personne, merci au chauffeur du bus de vous avoir conduit pour les 4 km, remercier la concierge de nettoyer les escaliers, peu importe, mais tout ce que vous pouvez faire comme marque d'attention, c'est sympa. Un sourire est une marque d'attention. Moi, j'ai un jeu favori, c'est en voiture au feu. J'adore, parce qu'il y a toutes les réactions, il y a des réactions comme ça, mais des fois, il y a des gens, ils vous sourient, et c'est génial. C'est génial, on va jamais se revoir, mais on s'est échangé un sourire, et ça c'est génial. Donc, pour revenir sur ces marques d'attention, ben voilà, on a l'habitude de critiquer une soirée parce que c'était pas sympa, mais est-ce qu'on va dire à nos potes chaque fois en partant, c'était vraiment super, j'ai passé un bon moment, j'ai adoré ce moment-là plus particulièrement, j'aime bien quand tu m'as dit ça, etc., etc. Valoriser les échanges, valoriser les échanges. Moi, où je voulais venir, ça c'est le truc super important général, là où je voulais en venir, c'était qu'en couple, on se fait des marques d'attention. Mais chacun a son type de marque d'attention préférée. Et quand on fait des marques d'attention, on va faire des marques d'attention par rapport à soi. Donc par exemple, moi je suis quelqu'un qui offre des cadeaux utiles, des vêtements de sport, un vélo, des trucs comme ça. Hein, bah ouais, parce que moi j'aime ça. Voilà. Mais par réflexe, ok, il n'y a pas de problème. Par réflexe. Il y a d'autres personnes, elles vont vous offrir des trucs un peu bibelots. Les trucs à poser sur une étagère. Alors si jamais vous voulez me faire un cadeau, laissez tomber. D'accord? Moi, je déteste les trucs à poser sur une étagère où il faut passer la poussière, ça m'intéresse pas. D'accord? Il y a d'autres personnes, d'autres personnes qui vont aimer qu'on fasse quelque chose avec elles. Il y a d'autres personnes qui vont aimer confectionner quelque chose. Ma sœur adore confectionner, gâteaux, bricolage, etc. Je pense, j'ai jamais fait, mais je pense que si je lui confectionnais quelque chose, elle serait la sœur la plus heureuse du monde. Je suis sûr, mais j'ai jamais testé. Il faudrait que j'en parle à mon frère au fond là-bas. Enfin voilà, on a chacun son type préféré. Alors faites super gaffe à ça. Parce que si vous offrez des fleurs tous les mois, messieurs peut-être, parce que c'est plus messieurs que mesdames, mais ça peut faire l'échange aussi. D'accord? Peut-être que votre femme, en fait, elle, les fleurs, elle trouve juste ça sympa. Mais c'est pas le truc qui l'éclate. En fait, elle préfère les petits mots cachés sur des post-it, dans l'armoire, sous le... Ok? Donc, soyez très attentifs à ça, parce que vous pouvez faire 20 ans de mariage avec la mauvaise marque d'attention. Ah, c'est loin d'être stupide ce que je dis, hein? D'accord? Donc, soyez attentifs. Alors, pour les cadeaux de Noël et tout ça, ben, soyez attentifs à ce que les autres vous ont fait les autres années. Parce qu'ils se réfèrent à eux-mêmes. Donc, c'est probablement des choses que eux, ils apprécient. Au cas où vous ne savez pas quoi faire. D'accord? Puis en couple, c'est pareil. Madame va préférer qu'on la prenne dans les bras tous les soirs pendant 30 secondes, comme ça, câlin, plutôt que de recevoir des fleurs. C'est pas la même marque d'attention. Donc, super intéressant de se parler, puis de s'expliquer, ou alors d'être super attentif, puis d'observer ce que l'autre fait et vit. Donc voilà, et puis si jamais un petit truc, si vous avez une relation dans laquelle vous trouvez que c'est pauvre en marque d'attention, même si vous appréciez pas spécialement cette personne, mais que vous aimeriez peut-être que ce soit mieux comme relation, faites-en. Parce que, entre autres, la relation et le rapport, elle se joue entre autres, j'en ai d'autres à vous expliquer, mais elle se joue entre autres dans la marque d'attention. Si j'ai aucune marque d'attention avec quelqu'un, je ne vais pas pouvoir créer du lien avec cette personne ou la connaître. Si vous voulez des vrais amis, des relations fortes, parlez de vous. Pas en moi-je, c'est pas ça. Mais parlez de votre vie, parlez de ce que vous avez vécu, parlez de ce que vous aimez, parce que vous ne pouvez pas apprécier quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous êtes obligé de rentrer dans son monde et de découvrir vos points communs, son histoire de vie, pour pouvoir vraiment créer de l'affinité. Il y a des couples qui sont très heureux, ils ne se sont jamais parlé. Parce qu'ils sont heureux par d'autres choses. D'accord? Parce qu'ils partagent en termes d'activité et tout ça.
Je postulerai quand même qu'à la longue, il risque de manquer quelque chose. D'accord? Mais c'est juste pour dire, plus on va se connaître, plus la vie est facile. Parce que je connais l'autre, parce que je peux agir en fonction, parce que je sais ce qui lui plaît, parce que je sais ce que je dois éviter de faire, etc. Mais si on ne se connaît pas, on n'y arrive pas. Je vais faire ma dernière anecdote, d'accord? J'ai un couple d'amis qui a cherché une maison pendant 5 ans, ou un appartement, ou une mitoyenne, à Fribourg. Mais Neuchâtel, c'est bien aussi. Bon, on peut monter à la Chaux-de-Fonds. En même temps, si c'était proche des écoles, ce serait bien. Ouais, mais s'il faut faire des trajets en voiture, ça va aussi. Etc., etc. Ils ne trouvaient pas. Mais pourquoi ils ne trouvaient pas? Là, on est plutôt dans la notion d'objectif. Hein. Mais pourquoi ils ne trouvaient pas? Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Mais le pire, c'est qu'ils ne savaient pas entre les deux ce qu'ils voulaient. Ils n'ont jamais communiqué. C'est quoi tes priorités? Ah ben, être proche de l'école pour les enfants. Ah ok, priorité. Etc., etc. Je disais l'autre soir, je vais le répéter, en couple, on devrait commencer un couple par prendre une feuille de papier, puis écrire. Voilà tout ce qui est important pour moi. Voilà ce que j'aime faire comme activité. Voilà ce que j'aime... Hein, c'est mon premier tableau. Ce sera une jolie conclusion. Ah, c'était le 3e. Lister. Pas forcément mon histoire, hein, parce que... D'accord? Mais les besoins, les envies, les rêves, les projets, les valeurs, lister. Moi, c'est ça. Et toi? Ah, c'est ça. Ah, on a celle-là en commun. Ah, celle-là en commun. Et ainsi de suite. Peut-être que vous vous dites que faire les ménages une fois par semaine pour, je sais pas, pour madame ou l'inverse, parce que voilà, c'est super. Peut-être l'autre il s'en fout. Puis que vous aimez pas faire ça, puis que vous faites ça depuis je sais pas combien de temps, alors que l'autre il s'en fiche. Plutôt se parler puis dire bah tiens, qu'est-ce qui te plairait que je fasse moi pour participer au commun? Qu'est-ce que t'aimes bien que je fasse? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, etc. Et puis du coup, ben voilà. Parce qu'il y a vraiment des couples, après 60 ans, ils se disent oh, c'est le gros gag cliché des films. Ah, mais je te faisais un clafoutis, je sais pas quoi, depuis 60 ans, puis t'aimes pas ça? Ouais, mais moi je croyais que ça te faisait plaisir de me faire un clafoutis. C'est pareil. Communiquer, faut se parler, quoi. Faut se dire les choses. Et quand il y a des conflits, pareil. Dans les 3 premières minutes, après le conflit, même si vous partez, même s'il y en a un qui part d'un côté et l'autre qui part de l'autre. Dans mon ancienne relation, j'ai fait 7 ans, c'était pas mal déjà, c'était ça, on s'est jamais engueulé. Pourquoi? Parce que dans les 3 minutes, il y en a toujours un qui avait l'intelligence d'aller vers l'autre en disant « Écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu te sens? Moi, je me sens comme ci, je me sens comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Et du coup, c'était débriefé, posé sur la table, et hop, on continuait notre vie. Et il n'y a pas vraiment eu de crise de colère ou quoi que ce soit, quoi. On arrivait toujours à démêler le truc. Alors on était les deux dans le domaine. S'il est aussi les choses. Donc voilà, je crois que je vais conclure là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Je reste un petit moment, hein, de toute façon. D'accord? Je reste un moment. Oui? Pourquoi? Parce qu'on est des humains et qu'il y a des choses dans la vie qui vont plus loin que la communication? Oui. Ça fait même énormément, j'en suis certain, bien sûr. Non, le couple n'a pas fonctionné, mais on s'est jamais engueulé. On est partis bons amis, on se voit encore, on est potes, et puis tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments difficiles. On a tous des émotions, on vit comme ça, etc. Mais c'est normal, c'est la vie. Et puis, il ne faut pas oublier un truc non plus. À l'époque, les gens restaient, la vie était plus courte, on vieillissait moins, donc les gens étaient en couple moins longtemps. La religion, la culture, l'éducation faisaient que les gens restaient parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde libre où dès que ça va pas, on se barre. Donc aujourd'hui, faire un couple qui vit 40 ans, c'est aussi peut-être utopique, il y en a qui y arrivent. Je sais, non, je sais, j'ai pas dit que c'était tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi être conscient socialement de ça. C'est qu'on vit maintenant jusqu'à 80, 90, 100 ans. Ça fait des années à deux. Alors, il faut une sacrée communication. Puis quand on rajoute là-dessus les problèmes d'enfants, de personnes qui ne peuvent pas en avoir, quand il y en a un qui en veut, l'autre qui en veut pas, et tout ça, il y a de la communication, mais il y a autre chose derrière encore. Il y a des valeurs, il y a des choses importantes, il y a des projets.
ça fait beaucoup de choses à mettre en briques. C'est ce que je voulais vous montrer dès le départ. Ça fait beaucoup de choses à mettre ensemble. Donc, la communication va aider, mais ça ne fait pas non plus tout. Merci.